En 1902, un étrange article intitulé Quelques idées françaises sur la guerre, publié anonymement dans une revue militaire suisse, se veut prédire la configuration nouvelle que prendra la guerre à venir. Comme mettant face à face deux murailles humaines, presque au contact, séparées seulement par l'épaisseur du péril, et cette double muraille va rester presque inerte, malgré la volonté d'avancer qu'on a de part et d'autre, malgré les tentatives qu'on fait pour y réussir. L'une de ces lignes cherchera, ne pouvant réussir de front, à déborder l'autre. Celle-ci, à son tour, prolongera son front, et ce sera un concours à qui s'étendra le plus, dans la mesure où son effectif le lui permettra. Ou, du moins, les choses se passeraient ainsi si on pouvait se développer indéfiniment. Mais la nature présente des obstacles. La ligne s'arrêtera à un point d'appui, à une mer, une montagne, à la frontière d'une nation neutre. L'auteur de ces lignes n'est autre que le lieutenant-colonel Meyer, un militaire de carrière et un libre penseur. Et bien qu'il reprend du service en 1914 en tant que commandant d'artillerie, celui-ci ne se doute pourtant pas que 12 ans plus tard, le 28 septembre 1914, Henri Despérières, alors soldat sur le front, lui donnera raison lorsqu'il écrit dans son carnet « La guerre que nous faisons est comme une guerre de siège ». Mais avant de parler des tranchées et de la vie de leurs occupants, il nous faut d'abord nous intéresser à la manière dont est conçue la guerre à cette époque. La guerre pensée par l'armée française et enseignée dans les écoles militaires à l'aube de la mobilisation en août 1914 n'exclut pas le creusement de tranchées, mais en proportion limitée et temporaire. De ce fait, le soldat n'a qu'un équipement rudimentaire à cet effet. Tout au plus s'en sert-il pour creuser un espace où mettre les pieds, ou bien improviser un parapet permettant de tirer. La tactique, en effet, privilégie un mouvement en avant, poussé au corps à corps, qui est décisif et irrésistible, qu'appuyer l'usage de la baïonnette, arme suprême du fantassien, et qui sera mise en pratique de façon répétée par l'état-major dans le cadre du plan 17. La réalité du front, où s'exprime sans vergogne la puissance de l'artillerie, coûtant la vie à des dizaines de milliers de soldats, en l'espace de quelques mois seulement, contraint les têtes à rectifier leur tactique. Fin septembre 1914, les premières tranchées sont construites. À ce moment, les Allemands ont été repoussés lors de la bataille de la Marne, du 6 au 9 septembre 1914. Pour se refaire, les Allemands décident donc de contourner les Français et leurs alliés. C'est ce qu'on appelle la course à la mer. Lors de la bataille de la Somme, de septembre 1914, Frédéric Charignon, alors soldat du 75 RI, évoque que lui et ses compagnons ne se cachent pas derrière des feuilles de betterave, mais qu'à la hâte, ils creusent une petite tranchée avec leurs outils portatifs. Et le lieutenant Morel Journel, en novembre 1914, déplore que de vies auraient été sauvées si, au début de la guerre, leurs outils leur avaient été plus précieux que leurs armes. À la position des généraux qui prônent l'attaque à tout prix, survient en second lieu la réaction ambivalente des soldats face à l'usage de la pelle, qui encombre leur barda. Certains, n'en sachant pas l'utilité, préfèrent s'en débarrasser, afin d'alléger un tant soit peu leur pactage, quand d'autres au contraire y prêtent une attention presque sacrale. Avec l'immobilisation du front dans le secteur ouest, les lignes défensives s'étendent sur presque 800 km, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse en passant par Verdun. C'est aussi à ce moment qu'à l'enthousiasme de l'entrée en guerre, à l'honneur de participer à une guerre considérée par beaucoup comme courte, au désir farouche de rosser du Boche, succède la désillusion d'une guerre à l'opposé de ce que les soldats imaginaient. Une guerre longue, fastidieuse et chère en vie humaine, comme en témoigne le 9 novembre Louis Chaléa dans une lettre écrite à sa femme. Ce sera, je le crois, le plus qui pourra résister en vivre, qui aura la victoire. Lorsque la mobilisation générale est instituée le 1er août, beaucoup de Français sont pris de court. En effet, dans une France encore en grande partie rurale, les travaux agricoles constituent pour la plupart un moyen de subsistance. C'est le cas pour Ephraim Grenadou, qui raconte en 1960 cet événement marquant de sa vie. Voilà les gendarmes qui arrivent au grand trot de leurs chevaux. Ils vont droit à la mairie. Là, ils trouvent le maître d'école, et le maître ressort avec l'affiche dans les mains, l'affiche blanche, avec les 2 drapeaux en croix, mobilisation générale. Le maître nous crie « Allez dire à Achille qu'il sonne la trompette, à Cagé de prendre son tambour. Vous les gars, sonnez le tocsin. » Alors, moi et Albert Barbet, qui a été tué à la guerre, on a sonné le tocsin. Le monde. Ils ont laissé leurs faucheuses. Les charretiers ont ramené leurs chevaux. Tout ça arrivait à bride abattue. Tout ça s'en venait de la terre. Tout le monde arrivait devant la mairie. Un attroupement.
Ils avaient tout laissé, en pleine moisson, tout est resté là. Des centaines de gens devant la mairie. Ces rassemblements, tous les villages, les bourgs, les villes, la capitale ont connu les siens. À Paris, ces attroupements que François Boulet décrit en ces termes. Tu ne vois que des gens sérieux, graves, cheminant tranquillement par petits groupes. Puis le soir, une foule toujours grossissante descend sur le boulevard, près du matin, attendant l'affichage des nouvelles. Un drapeau flotte, c'est la ruée, le monôme, la manifestation patriotique. Femmes, enfants, jeunes et vieux, tous suivent, défilent au mâle accent des refrains patriotiques, pendant que la foule des curieux applaudit avec frénésie. Se confondent avec des démonstrations libérées de nationalisme qui surviennent au lendemain de l'assassinat de Jean Jaurès, soit le 31 juillet, par l'étudiant nationaliste Raoul Villain. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Nombreux sont ceux qui, dans l'intimité de leur conscience, éprouvent de l'angoisse vis-à-vis de l'ordre de mobilisation. C'est le cas du très grand historien français, Marc Bloch, qui confesse « La tristesse qui était au fond de tous les cœurs ne s'étalait point. Seulement beaucoup de femmes avaient les yeux gonflés et rouges. Les hommes, pour la plupart, n'étaient pas gais. Ils étaient résolus, ce qui vaut mieux. Cette résolution tient dans l'esprit de devoir inculqué à ces hommes dans leur tendre enfance, passés au sein des écoles de la République ou des écoles catholiques, mais aussi dans le service militaire obligatoire qui durait habituellement 3 ans avant la loi de 1905 et 2 ans entre 1905 et 1913. De plus, un fascicule est remis aux civils dans lequel est précisé leur corps d'affectation, un programme et un calendrier devant faciliter la mobilisation sous peine d'être punis avec toute la rigueur des lois. Mais l'élément déterminant à cette retenue des émotions est le regard des autres, comme l'explique Henri Despérières le 1er août. Et puis l'on est français et l'on tient à faire son devoir, à ne pas flancher devant les camarades. Il l'ajoute plus tard, toute tristesse était bannie. Nous voulions crâner devant la population. Cette résolution à toute épreuve se manifeste avec force dans la séparation des couples, à l'image du couple Cassagno, dont le mari, Yvan, est contraint de rejoindre son régiment d'artillerie le 9 août. Il dit « Nous sommes bouleversés. Elle s'efforce de maîtriser ses émotions, moi aussi. » Au départ des hommes, l'espoir est pourtant de mise. Les trains chargeant les soldats sont tagués de phrases encourageantes. « À Berlin, train de plaisir pour l'Allemagne !» Et Louis Cros, âgé de 8 ans à l'époque des faits, raconte « Il disait la majeure partie « Oh, avec l'armement qu'il y a, eh ben aujourd'hui, c'est pas besoin de s'en faire. » Il partait comme ça, il partait content. Dans ce contexte de liesse nationale, on ne peut qu'imaginer à quel point devait être grande la désillusion des vétérans s'appliquant à creuser les premières tranchées, celle des renforts qui n'ont pas connu la guerre de mouvement, des jeunes combattants enrôlés, qui à la place d'un champ de plaine ou chargés avec leurs baïonnettes trouvent un terrain dévasté par l'homme, éventré par les tirs d'artillerie et divisé en secteurs. Pour reprendre la définition donnée par Jacques Meyer, un secteur, c'était un réseau de lignes fortifiées, couvrant une certaine zone du front, précisée arbitrairement sur la carte ou par des limites géographiques. Un ensemble de tranchées, en principe parallèles, y forme la première ligne. Du côté français, c'est l'infanterie et le génie qui se sont attachés à creuser et aménager les tranchées. Ces dernières, bien qu'elles n'ont jamais atteint le confort et le niveau de perfectionnement de celles des Allemands, ont été réfléchies pour stopper la progression adverse, garantir à ses occupants un minimum de sécurité et permettre à ceux-ci de circuler. Ainsi, l'intérieur est divisé en compartiments qu'on appelle par éclat et dont le capitaine Hudel, dans un article publié dans le Midi socialiste le 18 janvier 1915, en résume fort bien l'utilité et en propose une description significative. Quand il dit « Mais il suffit d'un obus tombant dans une tranchée pour nous tuer tous les hommes qui s'y trouvent. C'est pourquoi on a inventé le pare-éclat, mur de terre assez large pour résister aux obus et qui divise la tranchée en un certain nombre de compartiments communiquant entre eux. Le mur par éclat ne fermant qu'une partie du fossé et laissant passage à un homme. Vue d'en haut, la tranchée présente ainsi l'aspect d'un râteau dont les murs par éclat forment les dents. L'espace compris entre une dent et l'autre pouvant comprendre 3 ou 4 tireurs. Et ce n'est pas tout. À cela, il faut ajouter des chicanes,
Des passages étroits permettant d'arrêter la progression ennemie à l'intérieur des tranchées en cas d'intrusion. Dans les zones humides, les parois sont consolidées par des clés en bois, des fascines ou des gabions. Lorsqu'il est impossible de creuser le sol, on y met à la place des caillebotis, des espèces de planchers en bois. Le sommet du parapet, c'est-à-dire le mur du côté ennemi, qu'on oppose au parados, est renforcé par des sacs de terre, dans lesquels viennent se loger les balles. Entre ces sacs ont été délibérément laissées des légères ouvertures, appelées créneaux. Puis, pour regarder sans danger au-dessus du parapet, on a inventé le périscope, comme nous l'explique Zachary Baquet. C'est un outil très simple. Une boîte légère, parallélépipédique, en bois, longueur 50 cm, section 5 cm sur 5 cm. À chaque bout, une fenêtre carrée, percée sur deux faces opposées. Derrière les fenêtres, deux glaces inclinées à 45 degrés sur l'axe de la boîte. Le rayon visuel se brise. On croit voir en face de soi comme dans une lunette. En amont des tranchées est placée une ligne de barbelés. Il en existe de plusieurs sortes. Il y a celles qui sont maintenues par des piquets et qu'on élève de nuit en faisant attention d'étouffer le bruit du maillet avec un chiffon, ou bien qu'on monte à l'abri d'un épais brouillard. Néanmoins, lorsque la ligne de tranchée est trop proche de celle de l'ennemi, les soldats ne prennent pas de risques et se contentent seulement de jeter par-dessus le parapet des chevaux de frise, c'est-à-dire des barres en bois en forme de X enroulées dans du barbelé, ou encore le réseau brun, se présentant, pour reprendre les mots de Jacques Meyer, comme un rouleau souple hérissé de pointes qu'on posait ou lançait sur le terrain, où il se dépliait en accordéon. Les premières lignes sont devancées par des sapes, correspondant aux petits postes, ou postes d'écoute, que décrit Albert Thierry. C'est un trou creusé en avant même du jardin de fil à barbelés, et muni d'une banquette de terre. Situés à quelques mètres des lignes allemandes, ces postes sont entourés de fils de fer, auxquels sont suspendues des boîtes de conserve, pour détecter tout mouvement suspect, et peuvent être fortifiés avec des sacs de terre, des arbres abattus ou des boucliers d'acier. Là, deux guetteurs sont chargés de surveiller les agissements adverses. Cet emplacement, tout proche du camp opposé, a de quoi inquiéter les sentinelles. La solitude augmente leur angoisse. Très souvent, la nervosité qui s'est emparée de l'un d'eux se transmet à son camarade et éclate en échange de coups de feu avec l'ennemi. D'autres, par contre, se rassurent en se convainquant que leur proximité avec les lignes allemandes les préserve des bombardements ou des torpilles lancées contre les premières lignes françaises. Parfois, la position qu'elles précèdent est tellement importante qu'alors ce n'est plus deux guetteurs qui sont envoyés, mais une escouade complète, environ une quinzaine d'hommes, commandée par un caporal, un sous-lieutenant ou un lieutenant. Enfin, le système de défense est complété par des mitrailleuses. Certaines fixes appartiennent à un secteur, tandis que d'autres sont apportées par les défenseurs en charge de la position. Le plus souvent, pourtant, les mitrailleuses ne sont pas installées en première ligne, mais plus en retrait, au sein de blocos, c'est-à-dire des abris bétonnés, parfois renforcés avec des blindages, surtout chez les Allemands, ou bien pour les canons de petit calibre à tir rapide, style canon revolver, dans des coupoles pivotantes. Aux tranchées des premières lignes s'ajoute toute une suite de tranchées postées plus en retrait. Le tout forme la première ligne. Ces tranchées secondaires, inefficaces contre le combat rapproché, car fortement endommagées par les tirs d'artillerie allemande, qui les prennent régulièrement pour cible, pour éviter de toucher leurs propres hommes, accueillent les compagnies de soutien. Les dimensions du terrain permettent parfois de rajouter à la première position une deuxième et une troisième. Toutes ces positions sont reliées entre elles par des boyaux de communication, appelés plus simplement par les soldats boyaux. Les boyaux sont d'étroits passages, par lesquels les relèves montent en première ligne, et les rescapés des combats en descendent. Ils sont aussi empruntés par les soldats effectuant les corvées de ravitaillement, par les blessés qu'on transporte vers les postes de secours à l'arrière, et leurs parois sont jalonnées par des liaisons téléphoniques reliant les premières lignes à l'arrière. D'abord construits de manière rectiligne, les boyaux ont ensuite été aménagés en zigzag, pour éviter que les hommes soient pris en enfilade par une mitrailleuse. Des banquettes de tir sont également placées là, au cas où l'ennemi avait percé les lignes. Entre les tranchées de première ligne amies et ennemies s'étend le no man's land, ou terre de personne. Comme on l'a vu, cette expression est quelque peu incorrecte, puisque dans le no man's land, on retrouve les postes d'écoute. Sinon, à part ça, c'est une terre désolée, jonchée de cadavres de combattants. Et selon les historiens Rémi Casal et André Loez, de rats, de bonnets et de casques, de brodequins, de bidons, de musettes, de grenades
de fusils brisés, de baïonnettes allemandes et françaises, de pièces de mitrailleuses et d'autres débris. La puanteur qui s'en dégage est un mélange de chair humaine en décomposition, de poudre et d'excréments. Du côté allemand, les tranchées sont plus confortables que celles des Français. D'ailleurs, quand une troupe française réussit à s'emparer de l'une d'entre elles, les soldats n'en reviennent pas. C'est le cas de Ladislas Granger, lors de la bataille du chemin des Dames, le 18 avril 1917, quand il dit « Nous fûmes étonnés comment nous avions fait pour les déloger de là, car nous avons été stupéfaits de la quantité et de la solidité de leurs abris en ciment armé, si bien camouflés, dans quelques-uns il y avait de l'eau, et dans tous l'électricité. » Les soldats, qui connaissent en premier la vie des tranchées fin octobre 1914, sont les rescapés des saignées des premiers mois de la guerre. À ce contingent vient se greffer des récupérés, de jeunes conscrits et des bleus, ce qui met en contact des civils de diverses origines sociales. La hiérarchie militaire a d'ailleurs repris à son compte la hiérarchie sociale d'avant-guerre. Les officiers sont des fonctionnaires ou des bourgeois. Les grades supérieurs à celui de colonel, en charge de l'encadrement et du commandement, sont tenus par des militaires de carrière. Ce sont les officiers dits actifs. À eux s'ajoutent des officiers de réserve, issus de l'enseignement. De nombreux instituteurs occupent en effet le grade de lieutenant, par exemple. Des grandes écoles, certains sont en effet des élèves de l'ENS, l'école normale supérieure, ou de l'école polytechnique, mais aussi des membres de la bourgeoisie, comme des médecins, des avocats, des dirigeants ou des cadres du commerce, des gens issus de l'industrie. À l'inverse, il est injuste de réduire les fantassins à des paysans ou des ouvriers. À partir des carnets de notes des officiers, où l'identité d'un soldat se résume à son nom, à son âge, à sa profession, les historiens ont pu affirmer que les soldats, en 1914, ne proviennent pas forcément de ces milieux. En effet, lors de la mobilisation, la répartition des hommes dans l'armée est influencée par leur qualification et par leur origine sociale. Par exemple, les métallurgistes sont envoyés dans les usines d'armement. Les cheminots et tous ces hommes liés au transport ne verront jamais le front. Les artisans et ouvriers spécialisés seront affectés aux armes techniques. L'infanterie, quant à elle, est constituée essentiellement par des travailleurs non qualifiés, comme des maçonniers, des terrassiers, des charretiers, des cultivateurs non propriétaires, comme des journaliers, des domestiques agricoles, des petits commerçants ou des employés, comme des bouchers, des épiciers, des domestiques, des garçons de café. L'idée d'une armée paysanne doit donc être relativisée, surtout que même au sein des ruraux majoritaires en 1914, on retrouve une variété de métiers comme des vignerons, des boulangers, des cultivateurs, des bûcherons, des tonneliers. Les carnets du capitaine Hudel, datant de fin 1915, montrent que dans le 80 RI, sur 100 hommes, 53 sont des cultivateurs, et les autres des artisans ruraux ou urbains. La donne change parmi ceux du sergent-major Leplat, du 74 RI, qui est un régiment normand et composé majoritairement d'urbains. On y trouve là 9 cultivateurs, sur 41 soldats, les autres étant des travailleurs manuels sans expérience. Les capitaines de leur côté sont des employés de bureau, 2 comptables, un étudiant en lettres. L'expérience des tranchées eut donc le mérite de mettre en contact des profils différents, allant de l'homme aisé au plus modeste, des urbains aux ruraux, des chrétiens, des anticléricaux, des athées, des gens de droite ou de gauche, mais aussi des armées nationales, et des soldats issus des colonies. Voilà, cette première partie est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. Sinon, pour information, les autres parties arriveront plus tard. Sur ce, à plus.